De retour sur le jeudi anthropologie avec le professeur Nusere Kalala Omotunde. Nous allons maintenant venir à la thématique du jour. Moi, je voulais aborder, parce que c'est important de garder ça à l'esprit, le fait qu'on a un vocabulaire sur notre culture qui n'est pas notre vocabulaire matriciel. Et ça, c'est le résultat d'une formation dans des écoles, je dirais, extérieures finalement à notre tradition culturelle. C'est-à-dire que moi, il y a par exemple une chose que je trouve particulière, c'est le fait d'utiliser les mots comme musicien, musique. Voilà, ce sont des mots où moi je me souviens que quand j'étais petit, quand il y avait vélo, on disait pas que vélo jouait au tambour. On disait pas, voilà, c'était des mots qu'on n'utilisait pas dans ce cas. On utilisait plutôt café tamboula palé, cacogné tamboula. Enfin, on avait notre vocabulaire qui était à nous. Voilà, café tamboula palé, cacogné tamboula. Et en fait, en lisant Frantz Fanon, je me suis dit, mais bien sûr, parce qu'il y a un moment, justement, on dit que Frantz Fanon, il dit qu'il a fait clarinette là, palé. C'est-à-dire qu'elle fait la clarinette parler, mais pourquoi il n'a pas dit, finalement, elle joue de la clarinette ? Ça montre bien qu'il y a une époque où le vocabulaire n'était pas le même. Et que lorsque un jeune aujourd'hui part étudier ses arts et traditions pour obtenir des méthodes, parce que la chose qu'on nous dit, c'est qu'il va acquérir des méthodes d'analyse de sa culture. Mais le problème, c'est que les méthodes d'analyse de sa culture sont étrangères à sa culture. C'est-à-dire la dimension matricielle de sa culture, ça lui est totalement étranger. Alors, est-ce que véritablement on se rapproche de notre culture en allant étudier, je dirais, ces archétypes dans une culture qui n'a rien à voir avec notre culture? Bon, moi je pense que c'est un peu dommage qu'on accorde, je dirais, une importance à quelqu'un qui soit maître de conférence, qui ait eu des diplômes à l'étranger, à l'extérieur. Moi je pense que c'est plus intéressant de faire parler un grand maître tambouillé, voilà, des grands fonds, et qui va nous expliquer les choses simplement, clairement, en utilisant les mots de notre tradition ancestrale et en gardant à l'esprit que chaque mot a une charge émotionnelle, une charge historique et aussi une dimension qui est porteuse d'un imaginaire. Et que lorsqu'on dit qu'a cogné, qu'a frappé ou qu'a fait tamboula palé, eh ben c'est des choses qu'on retrouve dans la tradition africaine. Et donc c'est pour ça que je voulais revenir un petit peu sur tout ça, parce que en fait la chose des muses, en fait la musique, le musicien, ça procède d'un mot grec qui est mousiké. Et je le dis parce que une fois on m'a présenté une thèse, la musique roca. Et donc c'était quelque chose d'assez volumineux. Et je disais à la personne que la thèse déjà elle n'est pas bonne. On me dit oui mais tu l'as pas lu. Je dis mais c'est pas une question d'avoir lu, c'est que le système de réflexion qui est utilisé pour produire la manne intellectuelle est déjà étranger à la dimension culturelle qu'on va analyser. À partir de là, le reste, ça sert à rien, parce qu'il faut bien comprendre une chose. Il y a, le professeur Diop, il dit une chose essentielle, c'est que toute idée émane d'un paradigme, c'est-à-dire un système de réflexion. Et si tu abordes par exemple, la culture chinoise avec un système de réflexion mexicain, tu vas décrire pour un Mexicain ce que c'est que la culture chinoise. Mais ça n'a aucune valeur pour un Chinois. On est d'accord. Il faut comprendre ça, parce que c'est comme la base, puisque nous, on essaie de nous faire croire que le mouton aurait 5 pattes. C'est-à-dire quand c'est nous, on trouve normal qu'un Mexicain ne soit pas capable de tout simplement présenter avec l'authenticité la culture chinoise, parce que les mots chinois sont chargés de sens et d'émotions qu'il n'a pas dans sa culture mexicaine. Mais quand c'est nous, comme par hasard, je dirais tout fonctionne. Non, c'est la théorie du mouton à 5 pattes. Donc c'est pour ça que c'est important de revenir dessus. Alors il faut savoir que cette tradition-là, en fait, elle vient d'Hésiode. Hésiode, puisque c'est lui qui a écrit la Théogonie, c'est-à-dire l'histoire des divinités de la Grèce antique. Et lorsque Hérodote, qui est le père de l'histoire européenne, puisque je dis bien que Hérodote est le père de l'histoire européenne, parce que le père de l'histoire africaine, c'est Manéthon de Sébennytos. Manéthon de Sébennytos, c'est lui le père de l'histoire africaine, c'est lui qui a donné la généalogie des pharaons, les dynasties, tout ça. Parce qu'il ne faut pas faire passer Hérodote pour le père de l'histoire universelle, ce n'est pas le cas. D'accord ? Bon. Et donc,
la chose, c'est qu'il constate, en allant en Égypte, que l'histoire de la naissance des divinités africaines et l'histoire de la naissance des divinités grecques se ressemblent. C'est-à-dire qu'il y a des similitudes au niveau des affinités des divinités et des éléments des récits de leur naissance. Et il dit, moi, il y a deux personnes que je sais dans notre tradition qui nous ont donné la généalogie des dieux, c'est Homère et Hésiode, donc qui sont aux alentours de 800 de l'ère ancienne africaine. Et à partir de ce moment-là, il va commencer à montrer des exemples où il dit, mais regardez, Isis africaine est devenue Déméter chez nous. Isis, des divinités de l'agriculture, est devenue Déméter, divinité de l'agriculture. Ou Cyrée, qui est fils de Dieu, est devenu Dionysos. Dionysos, ça veut dire fils de Dieu. Donc, ça veut dire qu'il montre que, voilà, chaque divinité grecque procède d'une divinité africaine. On peut dire avec le christianisme, c'est la même chose, puisque chaque divinité du christianisme vient et procède des divinités africaines. C'est du kiff-kiff. Donc, parce que, je dirais là-dessus, c'est un immense plagiat. Mais toujours est-il que, là où ça devient problématique, c'est que Hésiode raconte l'histoire de Zeus qui s'est pris d'amour pour une jeune femme et qui va avoir 9 filles. Et ces 9 filles, ce sont les 9 muses qui sont à l'origine des arts. Donc, toute l'histoire qu'on va apprendre dans les universités occidentales sont basées sur le fait que l'Europe serait, en fait, le berceau de la naissance de la démarche artistique dans tous les domaines. Voilà. Et je tiens quand même à dire une chose, c'est que moi j'ai été faire une conférence là-dessus à Montpellier, à l'université de Montpellier. Et lorsque j'ai terminé, les étudiants de Montpellier se sont levés et ont dit « Monsieur, je tiens à vous dire une chose, c'est que notre professeur d'art, ce que vous avez dit, il nous l'a dit. » Mais vous savez, quand vous avez fait une dizaine d'universités et que vous n'avez jamais entendu des étudiants vous dire ça, vous dites, mais c'est génial, il est où ce monsieur? Et effectivement, le monsieur, il est venu, on s'est donné rendez-vous le lendemain, et j'ai été dans son département à l'université, et il m'a montré ses documents. Et je l'ai félicité parce que je lui ai dit, écoutez, moi j'ai fait la Suisse, j'avais jamais vu un professeur d'art avouer à ses étudiants que l'art n'est pas né en Europe, mais est né en Afrique, et raconter aux enfants dans quelles conditions ces 9 femmes africaines sont venues en Europe et ont généré l'histoire des 9 muses. Il y a encore des gens de bonne foi. C'est-à-dire que là, je dirais, je n'ai rencontré qu'une seule personne sur 10 universités, mais c'était très intéressant parce que, je me suis dit, là, il y a quand même au moins une personne qui fait encore l'effort d'être au minimum honnête. Voilà, parce que j'en ai vu de la malhonnêteté de toutes les couleurs. Jusqu'à maintenant, on en voit beaucoup. Ouais, on en voit beaucoup. Alors justement, je voulais montrer le premier document qui présente justement cette histoire des Hésiode et des muses, pour que les gens puissent comprendre un petit peu justement cette affaire de muses. Et d'où viennent finalement les arts. Voilà. Bonjour, c'est Cyril du blog apprendreviteetbien.com. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Mnémosyne et des 9 muses de la connaissance. Dans les poèmes d'Hésiode, de l'union entre Zeus et Mnémosyne naquirent les 9 muses de la connaissance. Mnémosyne, fille d'Uranus, avait un tel charme que Zeus, maître de l'Olympe, s'unit à elle pendant 9 nuits. Mnémosyne restait près de Zeus et lui contait l'histoire des dieux contre les titans. Elle avait une telle mémoire qu'elle avait la capacité de se souvenir des poèmes et des chansons que lui demandait Zeus. Elle personnifiait ainsi la mémoire. C'est du nom de Mnémosyne que sont dérivés les mots relatifs à la mémoire. Le mot mémoire, lui-même, avec la simplification du MN en M, et ses dérivés, mémoriser, mémorable, etc. Certains mots gardent toutefois la même racine grecque, mnésique, amnésie, mnémotechnique, mnémoniste, etc. Donc, Zeus s'unit à Mnémosyne pendant 9 nuits, et de cette union naquirent les 9 muses. Chacune présidait à un domaine particulier de la connaissance. La littérature, tout d'abord, avec Erato pour la poésie légère et Calliope pour la poésie épique. Le théâtre avait une grande importance chez les Grecs, et Melpomène était la muse de la tragédie, tandis que sa sœur Thalie présidait la comédie. Les arts musicaux n'étaient pas en reste, avec Euterpe pour la musique
et Polymnie pour le chant. Terpsichore était la déesse de la danse. Enfin, Clio pour l'histoire et Uranie pour les sciences. Si vous souhaitez mémoriser le nom des 9 muses, vous avez plusieurs solutions. Il est possible, par exemple, d'apprendre par cœur cette phrase mnémotechnique. Clame, Eugénie ta mélodie, terrible air polonais, ouragan calculé. Cela permet de retrouver plus ou moins facilement les noms des muses dans cet ordre. Clio, Euterpe, Thalie, Melpomène, Terpsichore, Erato, Polymnie, Uranie et Calliope. Vous pouvez également utiliser un moyen plus moderne, la catégorisation. Cette méthode est fondée sur l'existence d'une mémoire sémantique qui permet de retenir plus efficacement en faisant des groupements par sens. Vous pourriez ainsi retenir le nom des déesses d'après ces 4 grands domaines: littérature, théâtre, arts musicaux et sciences. Voilà, cette vidéo s'achève. Professeur. Oui, voilà, donc c'est très intéressant et c'est très important parce qu'il faut comprendre en fait ce qui s'est passé. Et je dirais, on a même des récits grecs qui expliquent, notamment Diodore de Sicile, qui expliquent ce genre de choses. Alors il faut savoir que, à l'aube des temps, quand l'humanité elle est apparue, donc l'humanité moderne, il manquait une chose, c'est-à-dire des savoirs. Il fallait savoir l'agriculture, l'architecture, enfin il fallait vraiment des guides pour guider l'humanité vers la civilisation et donner à l'humain son titre d'humain, c'est-à-dire tout simplement être l'interlocuteur du créateur. Voilà. Donc ce créateur a envoyé son fils, mais il a aussi envoyé sa fille, donc c'est Osiré et Acéta, donc Osiris et Isis, qui ont été envoyés pour guider l'humanité vers les savoirs, vers la connaissance, vers la vie éternelle aussi, d'accord, la résurrection, toutes ces choses-là. Et ils sont à l'origine, en fait, du vin. Il faut savoir que le vin, c'est un. Même quand vous faites le rituel de la messe, rompre le pain était rompu en 42 morceaux parce que Osiré était venu annoncer 42 commandements, 42 principes de maths. La maths, c'est ce qui est devenu l'Esprit Saint chez les chrétiens, mais c'était tout simplement une femme. Vous voyez, c'est pour ça que le symbole de l'Esprit Saint, c'est une colombe. Vous voyez, c'est un féminin, parce que c'était déjà l'archétype de l'oiseau à l'époque. Ils ont quand même switché la femme. Voilà, naturellement, on est chez des patriarcaux chez lesquels la femme n'a pas droit à citer, donc il y a eu du bricolage, parce que en fait, cette Maria Acéta, qui était l'épouse d'Osiré, est devenue la maman de Jésus. Enfin bon, on a bricolé parce qu'il y avait des éléments de culture qui faisaient que la femme ne passait pas. Bon. Et la chose qui est importante à ne pas oublier, c'est que lorsque le travail a été fait en Afrique, donc les textes disent bien que ça a été fait au niveau de l'Égypte, mais ça a été fait au niveau de la Nubie, ce qu'on appelle l'Éthiopie des anciens, où beaucoup d'arts et de traditions, notamment les satyres, donc qui étaient des nains, donc qui étaient versés dans les acrobaties et compagnie. Donc Osiris a beaucoup apprécié ça, et il a dit, écoutez, venez avec moi, parce que voilà la grande œuvre que nous allons accomplir. C'est-à-dire que la problématique de fond, c'est que pratiquement tous les peuples de la planète ont le récit de la visite d'Osiré chez eux. D'accord ? Donc ça, il faut le savoir. C'est quelque chose de très particulier. Et on vous dit par exemple que la preuve du passage d'Osiris en Europe, c'est la couronne de laurier. Puisque c'est la première fois que les Européens ont vu la couronne de laurier, et c'est devenu l'archétype par exemple de l'empereur romain. Vous voyez ? Bon. Et donc, il fallait rentrer en contact avec des peuples particulièrement belliqueux sans recourir à la violence. Donc, Dieu a doté le peuple africain d'un art qui est, en fait, ce qu'on appelle la musique, donc l'art des instruments, mais aussi de la voix. C'est-à-dire qu'il y a l'art de la transformation de matériaux pour en faire des systèmes de sonorité, d'accord, avec des matériaux tels que le tambour et les cordophones, enfin tout ce qui est les harpes et compagnie, donc qui sont ce qu'on appelle les instruments sacrés. Parce que c'est des instruments qui transforment le corps humain en caisse de résonance et qui ont la faculté d'aller capturer l'agressivité dans l'homme, de la maîtriser, de la sortir pour faire finalement en sorte que la personne soit joyeuse. C'est pour ça qu'on dit que la musique adoucit les mœurs. Voilà. Donc Osiré, comme il ne voulait pas prendre des armes
Parce qu'il faut bien comprendre la chose. Cette expédition... Donc ils ont toujours été pacifiques en fait. Il faut vraiment, je vous dis, il faut comprendre la chose, c'est qu'il y a eu le refus d'aller avec des armes. Donc on a choisi l'art. Et à partir du moment où on a choisi l'art, on a été en Inde, on a été en Mésopotamie, on a été partout. Et donc tous les peuples témoignent, les Indiens témoignent, enfin faut voir, il y a ces témoignages-là partout, où nous sommes arrivés avec des instruments de musique. C'est la première fois que les peuples voyaient non seulement des arts et traditions avec les pièces de théâtre, tout ça. Vous savez, quand les Européens parlent de musique classique, c'est un subterfuge. En fait, c'est de la musique égyptienne et de la danse égyptienne. Il n'y a pas de danse classique. C'est faux. Puisque toute danse classique a un nom. Et symphonique, c'est pas un nom. Vous allez à Cuba, c'est la salsa. Chez nous, c'est le groka. Vous allez en Martinique, c'est le belay. La musique classique a toujours un nom. Eux, ils vous parlent de musique classique, comme si classique, c'est un nom. Classique, c'est pas un nom. Ça veut dire c'est la base, c'est l'origine, c'est le fondement. Mais il faut donner à ça un nom. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un historien français même qui explique ça. C'est qu'à l'époque où il y avait Cléopâtre et César, Cléopâtre a envoyé à Rome des artistes qui étaient des danseurs, donc qui faisaient de la danse yoga kabite, d'accord? C'était pas avec les pagnes, hein, les pagnes sont les tutus, il y a quand même des illustrations de tout ça, et des musiciens, enfin des gens qui faisaient parler les instruments, avec notamment des femmes. Et c'est la première fois que les Romains ont entendu ce genre de sonorité et ont vu ce genre de danse. Et quand il fallait revenir en Égypte, ils ont dit non, on veut que vous restiez encore. Et de rester encore, ben on veut que vous nous appreniez. Et c'est comme ça que ces instruments-là vont arriver dans la Grèce antique, comme ils étaient arrivés aussi dans la Grèce antique avant. Bon. Et donc, la chose qui va se passer, c'est qu'à partir de ce moment, il va y avoir cette diffusion de connaissances-là artistique en Europe, et c'est là que va commencer l'œuvre de civilisation de l'Europe. Parce que pour la première fois, l'Europe qui était très guerrière va s'adonner aux arts. Voilà, et ça c'est l'apport de l'Afrique. Si on peut regarder le deuxième document que j'ai amené... Et après on va clore, on est déjà au bout du temps. Ah bon, déjà? Malheureusement, oui, ça passe tellement vite. Alors, est-ce qu'on peut voir déjà le deuxième document? Voilà, alors très rapidement, ce que je voulais dire, c'est que vous voyez Euterpe, qui est la déesse occidentale, donc grecque, la muse grecque de la musique, on dit que son art, c'est la flûte, donc la double flûte, la flûte au bois. Vous avez vu que c'est une flûte égyptienne, puisque les déesses des arts de l'Égypte avaient déjà cette flûte à un, donc cette double flûte au bois. Donc tout ça pour montrer qu'on a quand même la trace ici, que c'est un héritage de l'Afrique. Maintenant, pourquoi on parlait de paroles? Ben, ce sont les Dogons. Les Dogons ont dit que de l'instrument émane une parole. Et cette parole, c'est la parole de Dieu, donc Ama, la parole des divinités, c'est-à-dire les forces sur lesquelles sous-tend, on a posé la sagesse qui crée les conditions du vivre ensemble, et aussi les ancêtres. Donc le son, c'est ce son initial qui permet tout simplement d'harmoniser les choses. Et que lorsque le tambour sort, c'est-à-dire quand la parole du tambour est donnée, c'est pour harmoniser l'intérieur et l'extérieur de l'homme. Alors, il faut comprendre la chose. Lorsqu'un homme se regarde dans un miroir, c'est une équation parfaite. D'accord? Vous coupez une partie, vous dupliquez, vous avez le même homme, il n'y a aucun problème. Sauf que le dernier coin de désordre se trouve à l'intérieur de l'homme. C'est dans l'homme que se trouve
le siège du désordre. Et il faut que l'ordre puisse vaincre le désordre. Donc le but de la musique, c'est d'aider l'ordre à l'intérieur de l'homme à vaincre ce désordre. Sauf que nous, dans la crise de la problématique esclavagiste, il y a eu donc le désordre qui s'était emparé vraiment de tout notre monde, et le gros cas, c'était le moment où on essayait de remettre de l'ordre à l'intérieur. Et c'est pour ça que c'est devenu un outil de résistance. C'est pas la notion de résistance en tant que résistance, c'est parce que c'est un instrument qui a une parole qui permet de remettre de l'ordre lorsque le niveau de désordre est trop puissant. Donc c'est pour ça qu'il y a eu cette transformation en instrument de résistance. Donc les ondes émises par cette caisse de résonance avaient un impact sur les esclaves. Parce qu'autrement, il y avait trop de désordre dans l'individu. Et comme le tambour, le gros cas, transforme le corps humain en caisse de résonance, donc ça fait que cette musique qui pénètre l'intérieur de l'humain, avec le masculin, le féminin, le maquet, le tambour boula, ça crée une énergie tellement forte qu'elle s'empare du négatif. Et que ce négatif-là empêche l'implosion intérieure de l'individu. C'est-à-dire qu'il devienne fou, qu'il pète les plombs. C'est-à-dire que c'est vraiment une chose extraordinaire, cette tradition-là au niveau du gros cas, puisqu'elle contient les forces négatives. C'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de contenir les forces négatives par la puissance du son produit. Et c'est pour ça qu'on parle de cogner, c'est pour ça qu'on parle de frapper, parce qu'il faut obliger le désordre à reculer. Et obliger le désordre à reculer, c'est cogner, c'est frapper, et c'est laisser la parole de l'ordre. Quand on parle de la parole, c'est la parole de l'ordre ressortir du tambour, en maîtrisant les forces du désordre. Donc les esclaves ont introduit volontairement le gros cas. C'est pour ça que je vous dis que c'est une science. C'est pas quelqu'un qui a rêvé, non. On voit bien que ce sont des hauts initiés qui ont introduit ça parce qu'ils connaissaient la signification ésotérique et aussi la vocation scientifique de ce rythme-là dans le corps humain en tant que fréquence. Parce que c'est une fréquence supérieure à toutes les fréquences émises par l'homme qui prend le pas sur ces fréquences et ces dérives négatives. Et ça, c'était l'enjeu. Donc on a transformé ce discours-là en discours de résistance parce qu'on s'est éloigné de la théologie du tambour. Vous voyez ? Mais quand on rentre dans la théologie, on voit qu'en fait, il y a des forces qui sont tout simplement des divinités qui agissent. Et c'est pour cette raison qu'on parle de mère de parole. Les Dogons parlent de la mère des paroles. Et en Égypte, c'est Méret, qui est la mère des paroles, qui est la première divinité qui parle avant les répondait et avant les tambouillés. Vous voyez ? Donc on retrouve justement avec le chantré, c'est lui qui donne la tonalité, il donne le thème, il donne le refrain qui va être repris par les répondants, mais c'est exactement Méret, c'est exactement cette mère des paroles chez les Dogons. Donc on se retrouve dans une tradition qui a pour vocation de vaincre le désordre en l'homme. C'est pour ça qu'il faut la comprendre et la garder telle qu'elle. Merci beaucoup en tout cas, professeur Omotunde, pour cette amas de connaissances encore supplémentaires en ce jeudi anthropologie. Il y a beaucoup de questions justement sur les réseaux sociaux. Malheureusement, on manque de temps chaque jeudi puisque c'est pas assez long. Mais jeudi prochain, est-ce qu'on aura un cours ? Oui, alors jeudi prochain, je vais tâcher de revenir avec Sakou pour qu'on puisse aborder quand même la dimension aussi bien informatique, sciences, nombre d'or et géométrie sacrée autour du tambour. Parce qu'il y a une géométrie sacrée dans la construction de l'instrument, ça il faut le savoir. Parce que le son parfait répond à une géométrie sacrée dans la construction de l'instrument, et même les chiffres même ont des significations précises. Merci professeur Omotunde. On se retrouve donc la semaine prochaine. Chers téléspectateurs, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Le rendez-vous est donné. Donc jeudi prochain à 19h, on retrouve le professeur Omotunde. Et moi, je vous retrouve demain pour la tranche info. Une bonne soirée à vous. Bisous.